Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Je vous souhaite la bienvenue à cette journée d'études littéraires. Je me présente. Je suis René Otaïek. Je suis le président de l'Institut des Afriques qui est partenaire et un peu plus dans l'organisation donc de cette journée littéraire et dans la vie professionnelle, même si elle est un peu derrière moi maintenant. Je suis directeur de recherche émérite au CNRS à Sciences Po Bordeaux. La première chose que j'ai envie de dire, c'est enfin, nous pouvons nous retrouver en présentiel, comme on dit, sur site, on peut le dire également, après de très longs mois où, pour les raisons que vous savez, nous en avons tous été réduits à fonctionner sur le mode distanciel. Alors le distanciel, c'est bien, la technique, Internet, etc., c'est très très bien, mais enfin l'exercice touche rapidement à ses limites et rien ne vaut finalement le contact rapproché et le fait de pouvoir se retrouver, même si on est à jauge réduite, et dans des conditions de respect des consignes sanitaires, mais ça fait du bien de se retrouver donc en présentiel autour d'une importante manifestation scientifique comme celle-là, mais je ne parlais pas du tout de l'aspect scientifique parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. Je laisse le soin à mes collègues à ma droite de le faire. Ils le feront beaucoup mieux que moi. Alors, quelques mots peut-être pour présenter l'Institut. Alors, je ne sais pas à quoi je dois le privilège, entre guillemets, de m'exprimer en premier. Peut-être l'âge, les cheveux blancs. Hein, Jean-Michel, un peu moins que moi quand même. Voilà, mais bon, toujours est-il que je vais en profiter pour dire quelques mots sur l'Institut des Afriques, pour ceux qui ne le connaissent pas, même si maintenant l'Institut des Afriques est, allez, on va dire mondialement connu. Hein, L'Institut des Afriques est une structure fédérative qui réunit depuis plusieurs années maintenant une quinzaine d'autres structures. Alors, il y a des institutionnels tels que la région Nouvelle-Aquitaine qui a été notre premier soutien et qui a été un peu, je dirais, à l'impulsion de la création de l'Institut des Afriques. Il y a également la ville de Bordeaux, il y a également le département de la Gironde. Il y a des institutions qui relèvent du monde universitaire telles que Sciences Po Bordeaux, le laboratoire Les Afriques dans le monde, l'Institut de formation et d'appui aux initiatives du développement. Il y a des structures de solidarité internationale telles que le COSIM Nouvelle-Aquitaine, le RADZI, j'en oublie sans doute. Et puis il y a bien évidemment des acteurs du monde de la culture et de la création artistique, et je pense en particulier à MC2A qui est un des co-organisateurs de cette journée littéraire. Donc l'Institut des Afriques, quels sont ses objectifs? En 2 mots, je vais pas être trop long. C'est au fond d'abord avoir fait le constat que les discours que l'on entend encore sur les sociétés africaines, les images que l'on voit continuent de charrier un certain nombre de préjugés, un certain nombre d'idées reçues, un certain nombre, pourquoi ne pas dire également des formes de racisme, parfois ouvertement assumées. Et donc l'objectif, c'est d'essayer d'aller à contre-courant de ces préjugés, de ces discours-là, et de proposer une autre façon de voir les sociétés africaines, une autre façon d'en parler, non pas en niant les problèmes qui peuvent exister dans les sociétés africaines, et on sait qu'il en existe beaucoup, mais en ne réduisant pas les sociétés africaines à leurs problèmes, à ce qu'on appelle l'ethnicité, par exemple, les conflits ethniques, ou ce qu'on appelle les conflits ethniques, ou encore les pandémies, ou encore le sous-développement, le mal-développement, etc., etc. Tout ceci existe bien évidemment, mais il n'y a pas que cela. Il y a également dans les sociétés africaines des montagnes de dynamisme, des montagnes de créativité, et c'est également cela, c'est surtout cela que nous essayons donc de montrer à travers les activités de l'Institut des Afriques. Alors, parmi ces activités, il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur et dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la Semaine des Afriques. Alors, la Semaine des Afriques, c'est quoi? C'est donc sur une semaine, généralement ça a lieu
au cours de la dernière semaine du mois de janvier, l'organisation d'une douzaine d'événements. On est monté à une époque jusqu'à 25 événements. Là, on a réduit un peu la voilure pour des conditions, pour des raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas, mais voilà, il nous a semblé que réduire un peu la voilure tout en étalant d'autres activités sur l'année permettait d'atteindre les mêmes objectifs en nous appuyant en particulier en développant des partenariats avec d'autres structures issues notamment des diasporas africaines présentes sur nos territoires. Et donc cette journée d'études littéraires était programmée à l'origine pour faire partie de la Semaine des Afriques 2021. C'est bien ça, Dana? C'est 2021. Sauf que pour les raisons que vous savez, on a été obligé de tout arrêter, de faire basculer en distanciel les événements qui pouvaient l'être, et puis de reporter les autres événements, il en reste 5 ou 6, de les reporter à l'automne, en espérant bien évidemment qu'il n'y aura pas encore une 4e vague, puisqu'on nous laisse entrevoir déjà peut-être une 4e vague dont on nous dit qu'elle ne serait pas comme le précédent. Enfin bon, on espère quand même qu'on pourra toujours fonctionner en présentiel, et donc que l'on pourra tenir les événements qui restent à partir de l'automne. Et cette journée d'études littéraires faisait partie des événements qui devaient être organisés au mois de janvier dernier, me semble-t-il, dans le cadre de la Semaine des Afriques. Et donc, on la retrouve aujourd'hui. Voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus. Je voudrais renouveler donc le plaisir que nous avons à nous retrouver. Je voudrais également remercier toutes les structures partenaires qui ont contribué à l'organisation de cette journée, la MECA, bien évidemment, ALCA, la région Nouvelle-Aquitaine, l'Université de Limoges, un rôle très important à travers Jean-Michel en particulier, mais pas uniquement, le laboratoire Les Afriques dans le monde, de l'Institut des Afriques, forcément, une petite fin, et puis MC2A. Et puis je voudrais également remercier, et ce sera ma conclusion, les équipes qui autour de Dana Khoury, la coordinatrice de l'IDAF, ont travaillé à l'organisation de cet événement, de cette importante manifestation scientifique dans des conditions dont vous imaginez qu'elles ont été extrêmement compliquées. Mais voilà, c'est fait. Et je tenais à remercier Dana et toutes celles et ceux qui ont travaillé avec elle très chaleureusement. Et je vous remercie. Merci, René. Monsieur Otaïek, merci pour cette introduction et pour ces remerciements. Monsieur Deveza, merci pour avoir collaboré à cette journée et l'avoir instituée scientifiquement. Et puisque vous avez terminé sur des remerciements, je vais enchaîner sur les remerciements effectivement, parce que cette journée techniquement, si elle arrive à s'organiser, et on le disait juste avant, eh bien c'est parce que des équipes se sont mises toutes ensemble pour pouvoir rendre ça possible. Donc je remercie en premier lieu Marion Collin dans l'équipe qui a travaillé avec Dana Khoury pour la réalisation technique de cette journée aujourd'hui. Je remercie aussi l'équipe de la communication à ALCA qui également gère ici techniquement le fait de vous recevoir et le fait également d'être en visio, puisque je crois que vous l'avez précisé, mais c'est directement disponible sur Internet. Donc oui, effectivement, on peut se dire que c'est le résultat d'un véritable partenariat avec ALCA. Cette journée, c'est le signe de la Semaine des Afriques, c'est le signe aussi de l'inscription d'ALCA dans l'international et le programme international. Donc, vous le savez certainement, ALCA accueille des résidences croisées avec les territoires de coopération que la Nouvelle-Aquitaine a mis en place. Bien sûr, avec la résidence de la Prévôté et de nombreux résidentes et résidentes qui y sont venus. Également avec d'autres territoires tels que le Québec ou l'Andes. Donc ALCA a une véritable marque de fabrique sur le programme international.
Ce programme international aussi touche d'autres maillons et permet ainsi de développer l'économie du livre à l'échelle internationale. Je vais dire quelques mots effectivement des marchés internationaux auxquels les éditeurs ont accès via un accompagnement par ALCA pour cet objectif. Également sur les manifestations littéraires, les partenariats qui peuvent s'établir lorsqu'il s'agit de mettre en avant la traduction et les modalités et l'approfondissement de la traduction et certaines résidences qui ont lieu dans ce sens au Chalet Mauriac. Donc, on le voit, cette journée scientifique d'études littéraires qui s'inscrit dans la Semaine des Afriques, eh bien, c'est totalement dans le programme international d'ALCA. Et donc aujourd'hui, va s'inscrire un nouveau chapitre dans ce partenariat avec vous. Et bien au nom de tout ALCA, je nous souhaite que ce partenariat continue et je nous souhaite que cette journée soit particulièrement réussie. Je vous passe la parole, Monsieur De Weza. Merci, Madame la Directrice. Alors, je vais essayer, vous savez, j'ai des défauts, je suis bavard, mais je vais essayer de brider mon bavardage. Je voudrais dire d'abord ma joie que nous soyons en présence et en même temps aux quatre coins du monde, parce que nous sommes en train de parler et en temps réel, les sons et les images sont diffusés. Mes étudiants savent que je suis un homme d'écriture et un homme du livre. Je pense que la défense de l'écriture et la défense du livre passent par l'utilisation des outils techniques contemporains, à condition de ne pas être esclave de ces outils techniques. C'est ce que nous essayons de faire. Oui, c'est ce que nous essayons de faire. Je suis très content. Je suis très content parce que aussi, ma façon de travailler vise à travailler avec des amis. Et je trouve que il y a un problème technique, je ne sais pas. Nous allons changer de micro. Je trouve que, je suis désolé, c'est peut-être mon téléphone qui fait les enceintes. Alors peut-être, oui. Maintenant c'est mieux? Oui. Vous voyez, il faut surtout ne pas être esclave de la technique. Hein. Centrer les choses. Il faut pouvoir maîtriser la technique. Bon, moi j'aime bien travailler avec des amis. En termes de parcours, je n'ai pas à me raconter, mais je viens des études surréalistes et je vais toujours regarder le groupe surréaliste comme une libre association d'amis. Et je trouve qu'à l'université, dans le champ scientifique, quand on travaille avec des amis, on travaille mieux qu'avec des collègues. On peut s'engueuler avec les amis, mais on travaille mieux. Et donc cette journée, c'est Guy Lenoir qui en a eu l'idée, qui est à l'origine. On se connaît parce que lui et moi, nous, et avec des amis dont j'évoque la mémoire, Gilbert et Yvan, on a attendu Godot dans l'amphi A700 de ce qui n'était pas l'université Montaigne, pour une revue Position, il y a très longtemps. Et on s'est recroisés en Afrique, dans les parages du fleuve Congo, avec le BBKB et Sonny Labutansi. L'amitié. Virginia, etc. Il y a plein de visages amis ici. Alors je trouve que c'est très important que l'on puisse quoi faire aujourd'hui. Mes doctorants, je leur casse les pieds souvent parce que je leur dis étudier un corpus de littérature africaine en français, ce n'est pas simplement regarder les thématiques, ce que j'appelle les motifs dans les livres. Il faut examiner les poétiques et les esthétiques, parce que on n'écrit pas un roman, un recueil de poésie, une pièce de théâtre, en ignorant la bibliothèque et l'héritage des cultures, y compris des cultures orales. On n'écrit pas tout seul. Quand on écrit tout seul, on fait une trouvaille. Mais si on répète toute sa vie la même trouvaille, c'est difficile de devenir écrivain et de construire une œuvre. Donc, poétique et esthétique. Et puis, sociologie de la littérature. Je ne vais pas vous réciter mon Bourdieu sans peine, mais un auteur, ça s'invente, ça se légitime, ça se célèbre et ça se conserve. Et donc, de mon point de vue,
quand on étudie les littératures africaines en français ou dans d'autres langues, il est important de voir comment les champs littéraires ou les systèmes littéraires fonctionnent. Une question extrêmement importante. Y a-t-il un champ littéraire africain en français autonome du champ littéraire français, par exemple? Est-ce qu'il y a une articulation? Est-ce qu'il y a une dépendance? Il faut examiner tout cela. Nous en parlions hier au soir dans un cadre privé avec Sami Tchak, un autre ami que je salue, qui est ici. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Sami, je restitue tes propos, un écrivain africain dont on ne parle pas, est-il mieux traité ou plus mal traité qu'un écrivain français dont on ne parle pas? Et ce sont des questions que nous ne nous posions pas quand nous avions 20 ans. Mais 40 ans après, ces questions, il est légitime de se les poser. Donc la journée d'aujourd'hui, c'est cela. L'édition africaine, l'édition en Afrique, cette part de sociologie qui nous permet ensuite, nous les littéraires et les critiques littéraires que nous sommes, de nous pencher sur des œuvres. Et je le fais avec des amis ou avec des personnes qui peuvent devenir des amis. Ça me paraît essentiel. En mélangeant, si vous me permettez cette expression familière, en mélangeant les universitaires et les écrivains. Je crois beaucoup, enfin tous mes colloques font en sorte de réunir des écrivains, des éditeurs, des universitaires. Je crois qu'il est extrêmement important que l'université, qui a son rôle à jouer, songe à l'édition, songe à celles et ceux qui écrivent les livres, parce que nous savons des choses, mais ceux qui écrivent les romans, les recueils de poèmes et le théâtre savent aussi un certain nombre d'autres choses, et nous avons besoin de dialoguer avec eux. C'est l'esprit. Alors il y a les remerciements, et ils sont importants. Ils sont importants parce que cette journée, sans l'ALCA, sans la région La Nouvelle-Aquitaine, sans MC2A, sans le laboratoire Les Afriques dans le monde et sans l'Institut des Afriques, eh bien, cette journée n'aurait pas eu lieu. Et je me permets, René, tu es à la retraite, moi je serai bientôt à la retraite. J'ai un défaut, je suis bavard et je parle de moi. J'aime bien dire que je suis, non pas africain, mais je suis d'Afrique et je suis de Bordeaux. Je suis pas bordelais, je suis de Bordeaux et je suis d'Afrique. Eh bien, je pense à l'après. Je pense à l'après. Je crois que, très modestement, nul n'est irremplaçable, mais ce que nous faisons aujourd'hui s'inscrit d'abord dans une tradition qui fait que, en Aquitaine, dans le domaine de la science politique, comme dans le domaine de la critique littéraire, il y a une véritable histoire tournée vers l'Afrique. Je pense par exemple à mon maître, Michel Auxerre, que tout le monde a oublié, mais qui a été l'un des créateurs du CELFA, à Bordeaux. Et sans lui, je ne serais pas devenu l'universitaire que je suis, Michel Auxerre. Il n'y a pas que Michel Auxerre. Cette région, cette ville est historiquement tournée vers l'Afrique, et pour de bonnes raisons. Elle a aussi été tournée vers l'Afrique pour de mauvaises raisons, mais elle a été tournée vers l'Afrique pour de bonnes raisons. Il y a une tradition, et je crois qu'aujourd'hui, nous réussissons à faire quoi? À faire que les principaux acteurs de la région de la Nouvelle-Aquitaine qui s'intéressent à l'Afrique sont réunis. Alors, les hommes et les femmes passent, les institutions, nous faisons en sorte qu'elles durent. Moi, j'aimerais que demain, après-demain, il y ait d'autres personnes, plus jeunes, qui relèvent le flambeau et qui fassent en sorte que, à Bordeaux, à Limoges, dans la Nouvelle-Aquitaine, en présence et à distance, on puisse continuer à travailler avec les Africains, avec les auteurs, avec les éditeurs, non pas parce que nous sommes paternalistes, non pas parce que nous savons mieux les choses que les auteurs, etc., mais tout simplement parce que, ensemble, nous avons envie de travailler, je dirais de vivre et de travailler ensemble. C'est extrêmement important. Alors, je m'arrête là. Juste une chose, madame, vous aviez raison, les équipes. Les équipes. L'équipe de l'Institut des Afriques,
considérable, magnifique programme, etc., etc. L'ALCA, magnifique. Permettez-moi, j'aime bien, je tisse les liens d'amitié. Pour moi, les équipes ont eu ces derniers mois deux visages. C'est Dana Khoury et Marion Collin. Donc, à travers elles, je tiens à remercier les deux institutions auxquelles elles appartiennent. Je crois que les travaux sont ouverts. René? C'est toi qui décides. Voilà, merci beaucoup. Bonjour l'Afrique dans le monde, bonjour l'Afrique à Strasbourg, à Pékin, j'en sais rien, en fonction des connexions et de... Bonjour à certains, car voilà. Bonjour à tous. En guise peut-être alors d'introduction au nom de ma présidence pour ce matin, je viens d'apprendre d'ailleurs qu'un des intervenants ne sera pas là, c'est-à-dire Monsieur Hetman Sall. Sa communication ne sera même pas donnée, c'est cela bon. Voilà. Donc la première intervenante, ce sera Céline Gahungou, qui doit peut-être être par là et qui nous regarde. Et je la salue. Je lui dis bonjour. Je ne sais pas où elle est, si elle est sur le continent africain ou si elle est à Paris, peut-être. Je n'en sais rien. Voilà, elle est à Paris. Bonjour, bonjour Paris. Elle sera en connexion. Nous sommes en train de régler ça. Voilà, tout à fait, d'accord. Ça va marcher. Ça va marcher. Alors, dire quand même en préalable que cette journée, évidemment, elle a été initiée il y a 2 ans, je crois, presque. Hein. Au départ, c'était en liaison avec la fameuse saison Africa 2020. Je tiens à le dire parce que à la fois Africa 2020 est présente ici à la Mecca par une magnifique exposition Memoria, que vraiment je vous conseille d'aller visiter dans la journée, tout à l'heure peut-être, ou demain pour les Bordelais. Remarquable exposition qui se tient jusqu'à l'automne. Et puisqu'on est bordelais, puisque Africa 2020, j'en fais allusion, vous avez depuis hier également, à la base sous-marine, Rhizome, alors là, qui est une exposition aussi consacrée aux arts d'Afrique, mais aux arts numériques surtout, qui est absolument exceptionnelle, hein, qui nous renvoie nous-mêmes à nos propres carences, et quelque part, sans chercher des conflits esthétiques, artistiques, les Africains, les artistes africains ont pris en main le numérique avec une maestria extraordinaire. Et donc, ils le font par des vidéos, et par des images très, très fortes. Donc, je le disais tout à l'heure, avec Jean-Michel, il y a 2 ans, associé à Kagny Alem, qui va intervenir tout à l'heure, hein, l'idée est venue de cette initiative qui se concrétise aujourd'hui. Alors, bon, Jean-Michel y a trouvé le titre qu'il y a donné tout à l'heure. Et ce que je retiens dans ce mot, c'est le mot fabrique. Et notre association MC2A, nous considérons comme une boîte à outils dans cette fabrique, et d'ailleurs dans d'autres fabriques aussi, que ce soit aussi celle de l'Institut des Afriques. Voilà. C'est-à-dire que boîte à outils, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un bon réseau d'artistes et de partenaires qui nous permet de monter assez vite, d'une manière événementielle, des projets. Et ce projet-là, eh bien, il devait naître au départ, justement par rapport à la Africa 2020, il devait naître avec la ville de Bordeaux, à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Et je tiens à remercier Daniel Gonzalez, qui était le directeur de la programmation à l'époque. Il est maintenant lui aussi parti à la retraite. Hein. Et pour revenir à cette histoire de cheveux blancs, auquel tu faisais allusion, René, moi-même, je fais partie de ce club. Eh bien, je crois qu'on est en train de passer les uns les autres par rapport à notre histoire, par rapport à notre passé. On passe la main à une nouvelle génération. Bon, tout à l'heure, il était fait allusion à l'histoire des littératures. Voilà. Bonjour, madame. Je vous vois à l'écran. Hein. Je me prépare à vous passer la main. Hein. Et justement, je suis en train de dire, je passe la main à une génération. C'est aussi le cas de le dire. Moi, je suis comment dirais-je, c'est Sony Laboutansi qui m'a amené sur le continent africain. Donc, je sais que vous êtes entre autres, hein, vous avez beaucoup travaillé sur Sony. Ça a été, je crois, le sujet de votre thèse. Et on aura grand plaisir à vous écouter tout à l'heure. Sony Laboutansi, donc je viens de le citer. Vous allez intervenir sur le concours du théâtre africain, hein, c'est cela. Et de la même manière, moi, je suis rentré dans, comment dirais-je, dans la dramaturgie africaine
par le théâtre de Sebutu Agbotazenzu, qui avait eu le Grand Prix de littérature, qui a eu le prix RFI, je crois en 1984 par là. Et à l'époque, Alain Ricard, qui est un des fondateurs de l'Institut des Afriques, même avait créé le lien entre Bordeaux, justement, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, et puis Lomé, Togo. Et Lomé, c'est aussi le lieu où travaille Kagny, tout à l'heure, il va nous en parler, etc. Et Samy Tchak, qui est par là, tout à l'heure, il va intervenir aussi. Il est aussi togolais, donc quelque part, tout se relie. Jean-Michel se revendiquait du surréalisme. Le surréalisme, c'est cela aussi. C'est l'action dans la mémoire dans l'histoire, l'histoire dans le travail, dans la littérature, la poétique, etc. Voilà. Pour dire que effectivement, ce renvoi comment dirais-je, à Africa 2020, qui nous a beaucoup marqué, qui a eu beaucoup de difficultés à s'installer parce que à cause du Covid, et maintenant qui est bien implanté sur cette année 2021, eh bien, moi, quelque part, même si on n'est pas labellisé par cette manifestation, je pense qu'on peut s'associer à ce grand mouvement qui est un mouvement qui nous porte vers l'avenir. Et je pense que ce qui nous intéresse, nous, MC2A, puisque je parle en son nom-là, c'est de passer la balle à l'avenir. Alors, Céline Gaoungou, vous êtes donc une spécialiste de littérature africaine et vous allez nous parler donc de ce fameux, de ce projet, du concours du théâtre africain qui a permis alors à beaucoup d'artistes, d'écrivains, de dramaturges, de monter des projets et de se retrouver, alors que ce soit à Ouagadougou, que ce soit au Bénin, à Cotonou, sur des festivals d'art et puis aussi sur le terrain en Europe, à Paris, avec le Théâtre international de langue française de Gabriel Garand, qui est aussi une grande figure du théâtre de langue française. Voilà, je vous passe la balle. Il est 10h15, vous avez une demi-heure, madame, pour parler et intervenir. Dans 20 minutes, vous aurez un dialogue avec les personnes qui sont ici ou d'autres personnes qui sont par le biais du numérique en présence de la manifestation. Je vous passe la parole, madame. Alors, je vous remercie. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Oui. Tout à fait. Je suis ravie de faire votre connaissance aujourd'hui. L'île Noire, on n'avait jamais eu l'occasion jusqu'à présent d'échanger. Je suis ravie. Je vous remercie de votre présentation. Que j'ai écouté attentivement, et puis je remercie également Jean-Michel Devéza de m'avoir convié à cette journée d'études à laquelle je me réjouis de participer. Alors, dans le cadre d'une journée d'études consacrée à l'éducation en Afrique, il peut sembler à tout le moins étonnant de proposer une réflexion sur des pièces radiophoniques mises en voix, enregistrées et diffusées à l'occasion du concours théâtral interafricain. Pourquoi envisager le médium radiophonique quand le questionnement s'oriente plutôt vers l'objet libre? Quel intérêt un corpus issu de la coopération radiophonique présente-t-il alors qu'il s'agit d'envisager des dynamiques éditoriales futures en Afrique? Le corpus à circonscrire ne devrait-il pas être autre qu'on composer des pièces du concours publiées par des maisons d'édition africaines à l'image de clés associées au prix, notamment à partir des années 70? Les pièces radiophoniques, pourtant, ne constituent pas une simple doublure du volet éditorial du concours. Elles ont été diffusées bien avant les livres, lorsque ces derniers ont existé, ce qui n'a pas été systématique, et, dans un grand nombre de cas, ont été le seul mode de circulation des textes envoyés par les dramaturges désireux de participer au concours. Ce corpus, dont l'élaboration et la diffusion ont associé les radiodiffusions africaines et françaises, met donc en perspective les liens entre la création dramatique et sa diffusion dans un cadre politique et culturel bien précis, celui des rapports franco-africains à l'ère postcoloniale. Avant d'aller plus loin, il importe de présenter plus précisément le concours qui existait de 1967 à 1991 avant de connaître une série de mutations que je n'évoquerai pas. Rédigée en 1963, une note du ministère de la Coopération livre des informations sur les relations politiques et culturelles franco-africaines telles qu'elles se construisent quelque temps après les indépendances. En voici un passage que je vais lire. En Afrique et à Madagascar, le théâtre est appelé à jouer un rôle efficace
dans l'économie générale de la politique culturelle instaurée par le ministère de la Coopération. Véhicule de la langue française, mais aussi instrument de diffusion des grandes œuvres classiques, et en particulier celles qui figurent au programme d'études des établissements d'enseignement. Sa forme, proche des traditions africaines, en rend l'assimilation facile. Mis à la portée de tous les milieux, il constitue un ferment de création artistique. Mais la diffusion de l'art dramatique est handicapée en Afrique par le manque de salles et d'équipements scéniques. L'effort du ministère de la Coopération porte donc autant sur l'amélioration de l'infrastructure nécessaire que sur la forme de créations artistiques intelligibles à tous les Africains et la constitution de répertoires variés pouvant s'adresser à des publics différents. Les prémices du concours sont réunies. Une politique culturelle de promotion de la langue française, une vision hiérarchisée de la création littéraire, avec de grands genres, des œuvres classiques, opposées à des écrits mineurs, une essentialisation autour d'une africanité fantasmée, dont le théâtre serait le véhicule, le rôle démiurgique que la France entend conserver. C'est quelques temps plus tard que l'idée d'un concours radiophonique apparaît sous l'impulsion de Jacques Scherrer, directeur de l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne. En 65, le ministère de la Coopération lui fait une demande. Intensifier dans le domaine du théâtre les échanges entre la France et le continent africain. De 1965 à 1966, Jacques Scherrer voyage dans 10 États. Il propose des conférences sur la coopération culturelle et assiste à des lectures de pièces. À la suite de cette expérience, il rédige un rapport dans lequel sont décrits les moyens d'encourager les créations dramaturgiques africaines et de stimuler leur diffusion. En 1967, François Vigier, qui dirige les programmes africains de l'Office de coopération radiophonique, l'OCORA, s'inspire des conclusions de Jacques Scherrer lors d'une réunion à laquelle assistent des directeurs de radiodiffusions africaines. Tous sont désireux de proposer aux auditeurs africains un nouveau programme qui succédera au feuilleton de Pierre Bouillard, maître du mystère. Les échanges, d'après Françoise Vigier, portent sur un dispositif hybride, tout à la fois prix littéraire et divertissement radiophonique. L'objectif, selon Françoise Vigier, serait tout bonnement, je la cite, de susciter un théâtre africain. Pour cela, le concours est conçu comme une pépinière de talents tournée vers de jeunes auteurs en devenir. Toutes les candidatures sont donc bienvenues dès lors qu'elles répondent à deux impératifs. Les auteurs doivent être originaires d'Afrique francophone et envoyer une œuvre qui n'a jamais été diffusée. Chaque année, un comité de lecture évalue les pièces proposées, puis en sélectionne 52, mises en voix et diffusées dans l'ensemble de l'Afrique francophone via des agences de coopération, l'Office de coopération radiophonique, le CORA, puis la Direction des affaires extérieures et de la coopération, avant que Radio France Internationale ne soit créée en 1975 et prenne le relais. 12 pièces, classées parmi les meilleures, sont ensuite proposées à un jury final qui, à la fin des votes, décerne 5 prix, promesses plus ou moins assurées d'une publication dans des collections françaises destinées aux pays africains, répertoire théâtral interafricain de l'ORTF et Mon Noir Poche de Hatier, mais aussi dans des maisons d'édition africaines, clés au premier chef d'entre elles. Si les pièces éditées du concours ont pu faire l'objet de travaux, le corpus radiophonique, quant à lui, jusqu'à présent, n'a guère été étudié pour des raisons que j'aurai l'occasion d'évoquer un peu plus tard. Il importera donc d'interroger 3 réalités intimement liées. Quel a été le rôle des radiodiffusions africaines dans un dispositif fondé apparemment sur une dynamique continentale et pourtant pensé à Paris? Qu'est-ce que la radio a fait à la diffusion des pièces du concours théâtral interafricain? Et quelle réception ce théâtre radiophonique a-t-il suscité? Dans un paysage complexe, tout à la fois culturel et médiatique, politique, français et africain, le concours avec son volet radiophonique n'est pas une entreprise isolée. En 1964, via l'OCORA, Françoise Vigier crée un programme, Terre de légende, qui, fondé sur un imaginaire légendaire et épique, diffuse des lectures de textes en prose. Les légendes africaines de Chikayo Tamzi constituent par exemple l'un des corpus de cette série radiophonique.
Le concours, toutefois, a une particularité. Les pièces présentées sont pour la plupart inédites. D'autres dispositifs pourraient lui être comparés, à l'image de concours radiophoniques organisés par la BBC, diffusés ensuite sur les ondes africaines. Guillaume Oyonomia, fervent participant du concours francophone, propose en 67 une pièce à la BBC, Jusqu'à nouvel avis, qu'il publiera ensuite avec Clé en 70, avant que ne s'engage une série de rééditions. Dans cette réflexion sur la diffusion radiophonique, un seul aspect sera retenu, peut-être davantage que la diffusion éditoriale, le médium radiophonique semble avoir été l'un des relais essentiels du concours. Bien des œuvres, en effet, lauréates ou non, ne sont pas publiées. Rien n'est systématique en la matière et les éditeurs sont absolument maîtres de leur choix. Clé publie en 72 une pièce de Sylvain Bemba, L'homme qui tua le crocodile, avant même que cette dernière ne soit présentée au concours en 73, sans obtenir de récompense. En revanche, le tapuscrit de Camille Otogo, Le fil et les perles d'un collier, qui obtient un prix en 73, ne sera, quant à lui, pas publié. Des questions se profilent liées à la circulation des tapuscrits et au traitement éditorial de ces derniers. En février 2019, au cours d'un travail mené avec Nicolas Martin-Granel sur les fonds de Clé, Vincent de Paul Lélé, responsable des pôles édition et littérature, et Félicité Tchouba, assistante de direction, nous ont autorisés à accéder à quelques fonds. Des tapuscrits du concours, des écrits publiés par la maison et des fiches de lecture rédigées par les relecteurs de Clé. La fiche de lecture dont je vais lire un extrait ne concerne pas une pièce du concours, mais les remarques qui la ponctuent suggèrent comment les critères appliqués par Clé ont laissé hors champ certains écrits. Guillaume-Henri Nguépi, dans la fiche qu'il consacre en 77 à une pièce de Sonny Laboutancy, Le Trou, regrette, il s'agit d'une citation, une composition linéaire assez confuse, puis poursuit. L'auteur ne parvient pas à capter l'esprit du lecteur par les dialogues souvent très plats, et retiendra encore moins l'intérêt des spectateurs. En effet, la trame n'a rien de scénique, les actes sont tous construits de la même manière et statiques. Le style de Sonny Laboutancy est l'objet des critiques les plus vives, quelques lignes plus loin on peut lire. L'auteur cherche sa voix contre un réalisme parfois vulgaire, un lyrisme souvent lyrique ou encoulé, et une idéologie politique plutôt confuse. À aucun moment il ne trouve le ton qui conviendrait à un sujet aussi brûlant. Enfin, certains passages sont franchement ridicules. Un édifice hétéroclite, le style de Sonny Laboutancy n'est pas à la hauteur de son sujet ni de ses intentions. Avis, pourrait-on suggérer des retouches à l'auteur en vue d'une publication éventuelle? Le comité de lecture du concours applique bien évidemment lui aussi des critères de sélection. Cependant, deux différences majeures sont à signaler. D'une part, la nécessité de proposer un programme radiophonique régulier implique sans doute de se montrer moins sélectif qu'un éditeur. D'autre part, le règlement du concours contraint les auteurs à accepter toutes les modifications jugées nécessaires par la radiodiffusion française sans pouvoir exiger un droit de regard. Les inévitables navettes entre l'écrivain et son éditeur et les négociations parfois ardues qui s'engagent entre eux n'ont donc pas cours. Il est une autre raison, analysée notamment par Francis Bébé, Sylvain Bemba ou encore André-Jean Tudesque, la popularité du médium radiophonique. Fondée sur un format bref, 1h, 1h15, voire 1h30 tout au plus, et mise en voix par des comédiens récurrents jusqu'au milieu des années 70, ce théâtre radiophonique ne relève ni d'une radiophonie d'art, sur le modèle des ateliers de création radiophonique d'Alain Trutat, ni du divertissement radiophonique à la manière des maîtres du mystère. Le nombre croissant de manuscrits reçus par les comités de lecture et le prix des auditeurs, qui remporte un certain succès, soulignent l'importance du modèle radiophonique. En 1975, Anna Ricard s'en est fait l'écho dans un article intitulé « Le théâtre en Afrique de l'Ouest », je le cite, « L'importance sociologique de ce concours est très grande, particulièrement en Togo. Si la radio est un objet familier, le livre littéraire est distant. Or, la radio faisait miroiter à tous les écrivains amateurs la possibilité d'être joué, publié et connu. »
Toutefois, il ne faut pas se leurrer. La radiodiffusion n'est en rien une panacée pourvoyeuse de tous les bienfaits. Diffuser du théâtre de la manière la plus large possible, initier un modèle culturel débarrassé de la gangue coloniale et dans lequel les pays francophones d'Afrique tiendraient toute leur place et faire prévaloir un équilibre entre les radiodiffusions africaines, l'Okora et ses successeurs. Si des comédiens tels Pascal Zonzi ou Gérard Essamba ou des dramaturges, à l'image de Sonny Laboutancy, ont participé au concours et en ont fait l'éloge, de nombreuses personnalités, quant à elles, l'ont critiqué avec virulence. Dans son opposition aux pharisiens de l'Afrique de Papa, selon le terme savoureux de son créateur, Mongo Betty, la revue Peuples noirs, peuples africains prend le concours pour cible. N'est-il pas dans cette perspective, dans la perspective de la revue, un haut lieu de la francophonie dont l'un des partenaires privilégiés est l'Agence de coopération culturelle et technique? Dans son article intitulé « Le théâtre négro-africain d'expression française depuis 1960 », Guy Osito-Midiouan s'intéresse au rôle joué par des éditions clés. Qui voit-il? Je le cite. « Tout cela n'est que de la poudre aux yeux destinée à cacher la vérité. Le concours théâtral interafricain est l'expression la plus éloquente du déclin et de l'embrigadement de l'activité théâtrale en Afrique. Il ne profite ni aux peuples africains, ni même aux dramaturges. N'y trouvent leur compte que les régimes en place en Afrique, Radio France Internationale et la langue française. La coopération radiophonique est elle aussi sous le feu de critiques formulées au premier chef par les radiodiffusions africaines. Celles-ci, jusqu'au milieu des années 70, n'interviennent pas dans la conception du théâtre radiophonique. Adaptées et enregistrées en France, les pièces sont ensuite envoyées aux stations partenaires chargées de diffuser une culture qui semble avant tout élaborée à Paris. Les réunions régulièrement organisées par la coopération radiophonique sont l'occasion, pour les radiodiffusions africaines, de faire entendre une revendication. Cesser d'être un simple relais pour œuvrer pleinement à la réalisation des pièces radiophoniques. À la fin des années 70, des coproductions et des productions locales sont mises en œuvre pour répondre à la demande des radiodiffusions africaines et à un autre grief, lui aussi récurrent. Tola Koukoui, qui a activement participé au concours, en est l'un des porte-voix dans un programme intitulé « Rencontre avec le texte et les techniques sonores » diffusé sur RFI en 88. Le format bref exigé par la diffusion radiophonique et le travail de coupe et de réécriture opéré par les réalisateurs ont pu être guidés par une vision orientée du théâtre émanant au premier chef des comités de lecture du concours. Rédigés par ces comités, des fiches critiques suggèrent parfois des remodelages importants et un canon qui a été peu à peu construit. C'est ainsi que le mariage de Valentin Ngakoutou suscite cette remarque: la pièce, si elle était retenue, devrait être allégée. Les fugitifs de Célestin Yehuedou appellent ce commentaire serait adaptable avec adjonction d'un récitant. La pièce Les Initiés de Roger Nikiema n'est pas en reste, je cite, serait à réécrire entièrement si le sujet était retenu. Certaines pièces enregistrées par les radiodiffusions africaines, dans le cadre de coproduction ou non, peuvent être écoutées à l'Inatec. Qu'elles soient consultables ou en cours de numérisation, ces archives radiophoniques sont pour la plupart accompagnées de fiches de présentation donnant des informations sur leur lieu d'enregistrement et les équipes composées de réalisateurs, comédiens, musiciens et techniciens qui ont été impliqués. À ce stade de ma recherche, il n'est guère possible de mesurer l'impact de ces nouvelles conditions de production, ni même de les décrire précisément. Un travail systématique sur les fonds et des enquêtes consacrées aux auditeurs et au point de vue des radiodiffusions locales sont nécessaires. Cependant, les travaux publiés par Guy Robert, qui a dirigé Radio Niger à l'époque de la Société de radiodiffusion française d'outre-mer, la SORAFOM, avant de créer le service des audiences de RFI, de même que des articles parus dans la revue interne de RFI, Multiplex, donnent quelques informations. D'une part, ces différentes sources suggèrent le succès populaire remporté par les pièces enregistrées localement. Elles suscitent un intérêt tant elles mettent en lumière des réalisateurs, des comédiens, mais aussi des lieux. Certaines d'entre elles, en effet, sont enregistrées en extérieur. D'autre part,
lorsqu'on s'intéresse aux liens entre les coproductions organisées par RFI et les productions locales, il apparaît que les radiodiffusions africaines ne sont guère dans une position d'attente et au contraire devancent la coopération radiophonique. La pièce Sansoa de Pierre Dabiré est enregistrée ainsi par la radiodiffusion du Burkina en plusieurs langues, avant même qu'une équipe de RFI, conduite par le réalisateur Georges Pérou, ne propose un travail collaboratif à partir de cette pièce. Que dire en quelques mots des coproductions dont l'une des caractéristiques est d'avoir permis aux réalisateurs français de rencontrer les écrivains dont ils ont mis en nom les pièces? Le titre d'un article publié dans la revue Multiplex par Roland Faure, président de RFI de 1986 à 1989, donne sans doute une idée, non pas des réalisations qu'il faudrait écouter et documenter attentivement, mais du moins d'un certain état d'esprit. Je cite le titre de cet article, Le devoir d'aider le Sud, comme s'il s'agissait d'une sorte de fardeau postcolonial qui a sans doute pesé sur le théâtre radiophonique interafricain. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ces fonds qui constituent un vaste chantier de recherche, mais j'achèverai mon propos avec cette idée. Le théâtre radiophonique issu du concours est un objet qui recèle contradictions, ambiguïtés et zones d'ombre. Fruit de la coopération, ce n'est que tardivement qu'il a été traité par les radiodiffusions africaines. Destiné à donner lieu à un répertoire africain, selon les mots de l'OCORA, l'Office de coopération radiophonique, il a été pris en main massivement par des collections françaises, notamment Monde Noir Poche, même si Clé, notamment, est également intervenu dans le processus d'édition des pièces. Scorie de l'étrange nature des relations franco-africaines, pour citer l'anthropologue Jean-Pierre Dozon, cet entre-deux n'a pas disparu avec la fin du concours théâtral interafricain. Si les pièces radiophoniques ont remporté un certain succès auprès des auditeurs, qui peut les écouter désormais? Numérisées par l'Institut national de l'audiovisuel, elles ne sont guère consultables qu'à Paris, à l'Inatech, et dans des antennes situées en province, tout se passant comme si ce théâtre radiophonique interafricain devait constamment, même après sa fin, manquer son but. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Céline. Nous avons donc 10 minutes devant nous pour un échange, questions-réponses entre vous et les divers auditeurs qui vous ont regardé, qui vous ont écouté. Bon, ils ne sont pas à l'écran, mais on les a aperçus tout à l'heure. On a aperçu Kagny Alem. Je ne sais pas si Kagny a été un des lauréats de ce concours. Oui, s'il entend, s'il peut parler, je ne sais pas. Il est à l'écran, hein, mais bon. Ah d'accord, il se reconnectera. Bon, alors également, il y a Silver Bondo Barry est à l'écran. Peut-être il peut intervenir. S'il le veut, ça permettra à la fois de vous présenter rapidement et puis d'échanger avec Céline. Peut-être non, Silver. Non, il n'entend pas. Il n'entend peut-être pas. Alors bon, on va passer à la salle. Il y a un micro qui va circuler. Et si certains d'entre vous veulent intervenir, oui. Silver entend, on n'entend pas Silver. Peut-être que Silver n'a pas actionné son micro. Moi, je vous entends très bien. Ah, bonsoir. Bonjour, pardon. Bonjour, Silver. Alors, bon, on passe directement à un échange entre Céline et vous, peut-être, hein, si vous le souhaitez, si vous avez une intervention à faire sur le thème. Non, je veux juste revenir sur la position de Clé. Donc, cette position ambiguë est justement critiquée par Guy aussitôt Médian. Mais quelle est votre position quand vous étudiez ce fond, quand vous étudiez ces interactions, quand vous étudiez la position de Clé, il faut le dire, une des plus importantes maisons d'édition à l'époque et aujourd'hui encore. Est-ce qu'elle joue le rôle justement de ce relais ou elle a une politique éditoriale personnelle, disons, de la maison en quelque sorte? Alors, moi, mon opinion n'est pas tranchée du tout. Il me semble que Clé joue le rôle de relais dans un dispositif qui est quand même particulier, que c'est une recherche en cours.
ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, il y a des pièces un peu manquantes dans tout ce dispositif. Et je ne sais, alors, dans quelle mesure Clé intervient à la demande du concours théâtral interafricain et comment se passe la synergie entre Clé et le concours. Là, c'est vraiment une vaste question que je n'ai pas pu encore vraiment analyser. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que quand dans les archives de Clé, enfin, en tout cas celles que j'ai eu la possibilité de consulter, j'ai eu l'impression, mais je n'ai vu qu'un échantillon finalement, il y a un vrai fond concours théâtral interafricain important, avec un système de relecture. Clé a conservé, il y a eu un travail d'archivage absolument fantastique, avec des fiches de lecture qu'on peut consulter. Maintenant, tout ce riche matériau demande à être analysé. Donc pour l'instant, voilà, j'en suis vraiment au début, dans une sorte de tâtonnement. Ce qui est certain en tout cas, c'est que de la part des dramaturges qui n'incriminent pas du tout Clé en particulier, il y a souvent eu l'idée que finalement peu de pièces avaient été publiées et que finalement on aurait l'un des espoirs des dramaturges qui étaient plutôt des débutants était de pouvoir publier leurs écrits, leurs pièces, et que finalement trop peu d'entre elles l'ont été. Mais là, vraiment, ça demanderait un travail, un vaste travail à mener dans les fonds de Clé et puis comparer avec ce qui a été effectivement édité et parfois réédité. Merci Céline. Je voudrais faire intervenir une personne dans la salle qui voudrait... Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Je vais poser une question, c'est peut-être deux questions en fait, c'est peut-être un peu néophyte, mais je me disais, vous avez dit concours du théâtre africain. Est-ce qu'il y a une cartographie en fait des pays africains? Quels sont ces pays exactement? J'ai l'impression quand même dans les exemples que vous avez choisis, j'ai envie de dire, ce n'est pas. Est-ce qu'il y a une cartographie générale des pays qui concourent, enfin par le biais des dramaturges. Et vous avez également évoqué les comités de lecture. Et je me demandais en fait qui compose, est-ce que vous le savez, qui compose. Et quand je dis qui, évidemment, c'est un peu ma question derrière, c'est quelle nationalité évidemment, quelle est la nationalité des gens qui font partie de ces comités. Alors, je vous remercie d'autres questions. Alors, je l'ai entendu en partie. J'espère que je vais pouvoir répondre correctement à vos deux questions. Alors, pour ce qui est des radiodiffusions partenaires, toutes les radiodiffusions africaines de l'Afrique francophone, quasi toutes, il me semble, participent. Alors pas toutes, mais une partie, un grand nombre de ces radiodiffusions participent au concours, même si on remarque, c'est vrai, que il y a notamment, je pense à un mémoire de DEA de José Pilla, il me semble, qui est conservé à la Théâtrothèque Gaston Batti. C'est vrai que certaines radiodiffusions ou certaines zones, en tout cas peut-être, participent davantage que d'autres au concours. Mais en tout cas, la plupart des radiodiffusions africaines relaient le dispositif. Pour ce qui est de il faudrait aller plus loin dans la genèse du concours. J'ai parlé de l'Ocora, j'ai un peu évoqué la Sorafom. En réalité, il faudrait vraiment remonter à la société de radiodiffusion avant même les indépendances. C'est aussi là que se nouent les liens entre les radiodiffusions. Pour ce qui est de la composition des comités de lecture, elle est pas évidente à reconstituer, puisque alors il faut aller regarder un peu les archives qui sont conservées à la Théâtrothèque Gaston Batti, où là sont conservées beaucoup de fiches de lecture. Ce qui n'est pas évident en réalité, c'est que la plupart des fiches sont anonymes. Mais il y a un certain moment dans l'histoire du concours où les initiales des auteurs des fiches apparaissent et on peut reconstituer. Par exemple, Pascal Zonzi, et puis on en a parlé de toute façon, mais on reconnaît, on voit les initiales de Pascal Zonzi. Françoise Vigier, ça a été l'une des grandes relectrices du concours. Maintenant, là aussi, il faudrait faire un travail plus précis
sur les comités de lecture, qui évoluent tout au long, puisque le concours est l'objet de critiques, et les grandes évolutions du système sont liées à ces critiques. Bien. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à l'autre intervenant. Oui, bonjour, je suis Virginie Coulon de la base de données LITAF. Je voulais juste, mais je suis sûre que vous le savez, mais nos auditeurs peut-être pas, la totalité, je crois, des pièces qui ont été envoyées au concours sont bien entendu conservées, disponibles à la bibliothèque Gaston Batty, et le catalogue existe en ligne. J'ai commencé à saisir un certain nombre dans la base de données LITAF, mais c'est un travail de titan et bon, voilà. Mais les personnes qui veulent lire ces pièces, qui n'ont pas été éditées, n'est-ce pas, peuvent se déplacer à Paris pour les lire. Je vous remercie de votre remarque, ce qui me permet de dire quand même que toutes les pièces, malheureusement, ne se trouvent pas à la Théâtrothèque. Je peux donner juste un exemple. Dans les premières pièces envoyées par Sonia Boutanti, il y en a deux qui viennent à l'esprit. L'une proposée en 69 et l'autre en 70, il me semble. Monsieur Toutour et Marie Samar ne font pas partie des fonds. Les fonds qui ont été rassemblés en grande partie par Jacques Scherer, que j'évoquais tout à l'heure, qui a été l'une des chevilles ouvrières du concours, et qui, avec son épouse aussi, Colette Scherer, qui a dirigé la Théâtrothèque, ont réuni des fonds. Et on peut aussi consulter des fonds à la bibliothèque francophone multimédia de Limoges, à la BSM. Il y a aussi un fonds RFI. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline, pour votre intervention. Vous restez avec nous, évidemment, pour la journée, pour les autres intervenants, pour nous écouter. Guy, si tu me permets, oui. Je voudrais remercier Céline. Oui. Je vais l'embarrasser, mais je tiens à dire que, d'abord, son intervention très claire sera publiée dans l'ouvrage qui paraîtra en février 2022. Nous sommes certains que Céline va continuer à travailler dans la voie dont elle nous a entretenus ce matin. Je voudrais simplement vous faire part que nous sommes quelques-uns et quelques-unes à soutenir Céline depuis des années. Et maintenant, je peux le dire, Céline devient titulaire de l'enseignement supérieur. Donc, je suis très heureux de le dire. Merci. Alors, oui. Ouais. Alors, je vous présente rapidement Silver Bondobari, qui va intervenir dans sa présentation. Il est professeur de littérature africaine francophone à l'université Bordeaux-Montaigne. Il est spécialiste en quelque sorte, enfin spécialiste, il a pratiqué des études germanistes interculturelles, romanistiques, littérature comparée de sciences politiques à l'université de Bayreuth en Allemagne. Il est docteur en lettres et philosophie, option littérature romane et comparée, littérature générale et comparée de l'université de Bayreuth en Allemagne également. Habilitation à l'université de la Sarre en Allemagne. Et de 2004 à 2020, maître assistant et maître de conférences de littérature générale et comparée de littérature allemande à l'université Omar Bongo de Libreville. Voilà. Alors, il va nous présenter son topo sur la thématique l'éditeur comme producteur de littérature, les écrivains éditeurs dans le système littéraire gabonais. Silver, je vous laisse la parole. Vous avez 20 minutes pour présenter votre projet, votre sujet, au cours de laquelle nous partagerons avec vous et les... Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Je viens de partager mon PowerPoint, mon diaporama. Est-ce que vous l'avez? Oui. Ok. Je vais vous entretenir sur l'édition au Gabon et particulièrement sur la question des écrivains éditeurs.
Alors, contrairement au Sénégal et aux deux Congos qui ont écrit les plus belles pages de la littérature africaine d'expression française, la littérature gabonaise peine encore à se faire une place. Et le talent d'Angèle Rawiri, de Laurent Orondo et de Dessora ne change rien à cette impression largement relayée par la critique littéraire. Ludovic Odian, écrivain, enseignant et critique littéraire gabonais, note que, je cite, jusqu'aux environs des années 80, la littérature gabonaise existe à peine au plan international. Et cette situation détermine aujourd'hui encore la perception extérieure de la littérature gabonaise, donnant le sentiment qu'elle n'apporte pas à l'histoire générale de la littérature africaine. La littérature gabonaise donne l'impression d'être une littérature marginale, sinon jeune, qui tarde à mettre en place des problématiques et des poétiques qui lui seraient propres. Quelques années plus tard, Ludovic Odian, tout en rappelant je cite, les vicissitudes et les tribulations que l'on rencontre pour se faire éditer donc pour se faire éditer en France, excusez-moi. Donc, pour se faire éditer en France, et toutes les aventures que vivent les écrivains africains pour faire accepter leurs textes par les maisons d'édition dont la plupart sont implantées à Paris, notent que, et là je cite encore, s'il y a littérature gabonaise, elle est en quête d'identité. Pour Fortunato Odian, il y a un malaise, sinon dans la littérature, du moins par rapport à celle-ci. Ce malaise, il le situe à plusieurs niveaux. Premièrement, il note une absence d'exigence du point de vue de la qualité des textes littéraires et de l'esthétique. Deuxièmement, il note que l'espace social est marqué par ce qu'il nomme le minimalisme de la pensée. Et je cite Odian, je pense, explique qu'on ne peut pas débattre de littérature gabonaise quand il y a justement un paysage nivelé du point de vue de la pensée intellectuelle. Pour qu'il y ait différence sur le plan littéraire, il faut d'abord qu'il y ait pluralité, mais cette pluralité ne peut pas exister quand on vit dans un monde qui est pauvre littérairement. On ne peut pas débattre de littérature tant qu'il n'y a pas d'idées en matière de littérature, tant qu'il y a pauvreté au niveau de la pensée littéraire. Troisièmement, il pointe, je cite encore, l'absence de critique littéraire et enfin, quatrièmement, il note l'absence d'un public lecteur. Et je cite, une littérature qui n'a pas de public, comment peut-elle vivre et comment pourrions-nous, dans ces conditions, être optimistes? Ce constat largement partagé par une grande partie des observateurs de la vie littéraire au Gabon a eu pour conséquence une augmentation considérable de publications d'œuvres de fiction, romans, théâtre, poésie et d'essais critiques, même si cette quantité n'est pas synonyme de qualité. Il faudrait en fait tout revoir, à commencer par la mise en place de structures éditoriales à même de porter le projet d'une littérature nationale, et d'autre part, il faudrait susciter des vocations et sensibiliser les pouvoirs publics dans les efforts pour la production, la distribution et la promotion du livre sont scandaleusement insignifiants. Le problème de l'édition est très étroitement lié à celui de la condition faite à l'activité littéraire, à ses fonctions, à sa finalité et à ce qui font acte littéraire. Je me propose donc à partir de 3 itinéraires distincts de montrer que l'une des solutions envisagées par les hommes de lettres est celle de l'écrivain-éditeur, à la fois créateur, producteur d'ouvrages, critique et distributeur.
Alors, la première édition donc, qui m'intéresse, ce sont les éditions TAM. Alors, les éditions TAM ont été créées en 2010. Donc, Céline Tam est écrivaine et ancienne présidente de l'Union des écrivains gabonais, d'IDEC. Actuellement, elle est présidente de l'Alliance des éditeurs d'Afrique centrale. Donc, elle est auteure de 4 textes. La fille du Como, publiée à Paris chez l'Harmattan en 2004. Malédiction, publiée également chez l'Harmattan en 2005. Mon amant, la femme de mon père, publiée chez l'Harmattan en 2007. Et Femme libérée, femme battue, publiée aux éditions SAM en 2010. Alors, la particularité de Sylvie Sam, comme celle des autres écrivains, c'est que elle entre en littérature avant sa carrière d'éditrice. Et ce qu'on remarque tout de suite en regardant les différents textes publiés par Sylvie Sam, c'est que dès l'ouverture de sa maison d'édition en 2010, il y a pratiquement une réédition, une nouvelle édition de l'ensemble des textes publiés à Paris. La fille du Como, par exemple, va être éditée sur place à Libreville, aux éditions de Sam, bien sûr, en 2011. Malédiction va connaître également une nouvelle édition en 2011 à Libreville. Mon amant, la femme de Paris, jusque-là n'a pas été réédité. Et le dernier texte publié par Sylvie Tam, Femme libérée, femme battue, a été édité par les éditions TAM. Il y a donc ici ce qu'on peut appeler un choix stratégique qui correspond bien aux objectifs de la présidente de l'Alliance des éditeurs d'Afrique centrale, qui, je cite, il s'agit pour nous de maîtriser tout le processus de fabrication du livre pour que les ouvrages donc que les éditions de SAM publient soient entièrement confectionnés au Gabon. Et quand un journaliste lui pose la question des enjeux de l'édition au Gabon, voici ce qu'elle répond. Au Gabon, l'édition est jeune, malgré l'existence de moins de 10 maisons qui publient en dents de scie. Il n'y a pas de politique du livre, pas de direction du livre. L'État gabonais subventionne seulement le livre scolaire. Cette subvention n'est accordée qu'à la multinationale Edicef achète, avec une société écran, les éditions gabonaises éditent. Cette dernière continue à bénéficier d'un monopole dans un pays où les lois ont évolué pour une libre concurrence. C'est une situation désastreuse à ces états que vivent presque tous les pays de la sous-région d'Afrique centrale. Pour Sylvie Tam, il est important donc de maîtriser tous les maillons de la chaîne de production du livre, mais si l'ambition est indéniablement économique, il n'en demeure pas moins que sa position apparaisse comme une réponse à l'état de lieu réalisé par Fortunon Aubian. La preuve, les éditions de femmes organisent chaque année, et ce depuis 2011, un important salon du livre, le SILAG, le Salon international du livre et des arts de Libreville, considéré comme un événement national à portée internationale, qui regroupe les éditeurs et les libraires de plusieurs pays d'Afrique francophone. Donc, à la fois éditeurs, imprimeurs et diffuseurs, cette maison d'édition reverse, chose rare en Afrique francophone, aux écrivains leurs droits d'auteur chaque année, donnant ainsi au travail de l'écrivain une valeur ajoutée. Le deuxième exemple que je vais citer est donc les éditions ODEM, Odette Madanga. Alors, les éditions ODEM sont dirigées par un enseignant-chercheur de l'Institut de recherche en sciences humaines de Libreville,
ont été créés en 2010. Et comme on l'a vu avec Sylvie Sam, donc le directeur de cette édition, Pierre Delphine est également écrivain. Il a publié 3 romans que vous avez ici, donc Les oubliés de la forêt des abeilles, publié à Nantes aux éditions Almaté en 2000. Le passeport, publié aux éditions Clé et Yaoundé en 2008. Et le dernier voyage du roi, publié aux éditions Odette Mazanga en 2011. Odette se présente comme un contrepoids au centre éditorial parisien en réduisant, je cite, la frontière qui existe entre le centre et la périphérie, attirer les écrivains français, portugais, haïtiens, martiniquais, etc., à venir publier en Afrique et au Gabon, bien sûr. Reprenant à son compte le constat de la marginalisation de certains auteurs, elles se veulent le lieu de promotion, je cite encore, des indésirables et des marginaux. Elles n'accordent aucune préférence nationale et se montrent ouvertes au monde entier. Mais au-delà de cette ouverture, c'est bien l'idée de construction d'une structure nationale, d'un champ littéraire national qui domine, comme on peut le voir sur le site internet d'Odette, qui, je cite, doit l'avenir des éditions face à cette capacité à persévérer dans l'idée, et je souligne, qu'une maison d'édition véritable est possible au Gabon. Vous avez la citation sur le diaporama. Odem veut, et je reprends l'extrait tiré de la présentation des éditions Odem sur son site. Odem veut faire partie d'un nouveau champ littéraire, celui qui décloisonne les écritures et les écrivains, celui qui lance de jeunes ou donne la possibilité aux écrivains indésirables et marginaux pour mener ce vaste projet de livre. Les éditions Odette Mazanga garantissent la qualité des ouvrages et assurent la diffusion la plus large dans le monde. Alors, ce qu'on peut constater dans cette ambition, dans ces objectifs et cette ambition des promoteurs d'Odette, c'est d'une part trouver une place pour la littérature gabonaise, mais aussi tenter de renverser la tendance qui fait que bon nombre d'écrivains gabonais et africains d'une manière générale francophones choisissent Paris comme le lieu d'édition. C'est un élément important. Le deuxième élément, et là c'est un peu mon interprétation, l'auteur ou le promoteur de livres pense que non seulement il faut publier les textes de collègues écrivains, mais aussi s'investir soi-même dans cette ambition de produire des textes et de produire des livres à partir du Sud, à partir du Gabon en l'occurrence. Le troisième exemple que je vous propose, qui nous permet aussi de changer un peu de paradigme et de voir d'autres tendances, ce sont les éditions La Doxa. Alors, les éditions La Doxa ont été fondées en 2008 par la franco-gabonaise Nadia Oligo. Elles sont implantées en France. Nadia Oligo, comme Peter Delby et Sylvie Sam, est également autrice de plusieurs textes de poésie et de romans. Elle a notamment publié Le voyage d'Europe en 2007, J'ai résolu en 2008, La valse des initiés en 2014, Sanglotique équatoriale également, tout un recueil de poésie également en 2014,
et le bal de débutants en 2014 également, et réédité en 2018. Tout de suite, ce qui nous frappe, c'est que l'ensemble, ou presque la totalité des textes de Nadia Horizon ont été publiés dans sa maison d'édition, donc la DOXA, à part les deux premiers qui ont été publiés donc par la Société des écrivains et par Acoria. Alors, ici, l'ambition est totalement différente de celle de deux premiers éditeurs auteurs. La DOXA, donc installée, on va dire, ensemble, a une ambition un peu plus ouverte et elle se présente de cette manière. Donc, la DOXA édition est une maison d'édition engagée auprès de ses auteurs pour faire la promotion des écritures francophones sur des sujets de société de première instance, tels que la justice sociale, les droits des citoyens, la diversité culturelle, les identités socio-historiques, l'égalité des peuples, les particularismes locaux. Comme on peut le voir, elle-même donc a écouté l'essentiel de ces textes, mais contrairement aux éditions de ça, mais aux éditions modernes, la DOXA entend embrasser l'espace francophone dans son ensemble, tout en préservant la diversité et ce qu'elle appelle les particularismes locaux. Les éditions rencontrent beaucoup de succès auprès des jeunes écrivains de la diaspora gabonaise installés en France. Alors, pour conclure très rapidement sur ces trois exemples, nous montrent d'abord une tendance très présente au Gabon. On pourra voir si cette tendance est également présente dans d'autres pays francophones. Cette tendance, c'est la promotion d'une édition locale. Après les échecs de certaines éditions locales comme les NEA, bon, les NEI, c'est encore, mais après l'échec de certaines éditions, notamment au Gabon, il y a une sorte de relève et de prise en charge de l'édition locale, avec pour ambition une présence plus importante et la construction des champs littéraires locaux, avec donc non seulement l'édition, mais aussi la critique littéraire et l'organisation des salons littéraires. Ce qui lui permet justement, et je termine par cette citation de Ludovic Obiang, qui affirme que la littérature gabonaise doit donc à ses propres acteurs la forme de reconnaissance et la vitalité qui la caractérise aujourd'hui. J'en ai terminé, je vous remercie. Bien, merci beaucoup Silver de cette présentation, de la découverte de cette littérature gabonaise et de cette auto-édition, ce système d'auto-édition, et de ce parcours, comment dirais-je, pas le parcours, mais cette passerelle provoquée par le dernier exemple, passerelle entre le Gabon et la France, par l'intermédiaire de la diaspora, et tout le sous-texte à la fois économique et politique sous-entendu dans vos interventions. Vraiment, je vous remercie. Alors, peut-être qu'il y a d'autres exemples aussi, je pense à la Guinée qui est par là, mais peut-être... Ah oui. Je vais prendre le micro, il y a Samicha qui veut intervenir. Voilà, oui, tu as le micro. Je fais le jeune homme micro. Il faut tout faire quand on est père. Voilà. Samy. Oui. Moi, je ferai une remarque plutôt sur la présentation. J'ai eu plutôt l'impression que vous vous êtes contenté de présenter ce que les éditeurs disent sur leur travail, pas un travail sur ces maisons d'édition, pas une recherche sur ces maisons d'édition. Parce que vous nous dites ce qu'on peut lire sur leur site. Qu'en est-il réellement de leur travail? Ils ont la prétention de faire la promotion de la littérature. Est-ce qu'ils font vraiment la promotion de la littérature? Je fais cette remarque parce que
moi, je connais ces maisons d'édition. Par exemple, Pierre Ndembi, je le connais. Dans le cadre d'un colloque consacré au professeur Papa Samba Diop, qui a été leur professeur, il m'avait demandé un texte. Donc, il a publié un texte que, puisqu'il me l'a demandé dans ce cadre-là, je n'avais pas besoin de lui. Moi, j'ai mes éditeurs à Paris. Je n'avais pas besoin de Pierre, que je connais aussi, qui, dans sa thèse, avait un de mes textes dans son corpus. Il a publié L'ethnologue et le sage. Moi, j'avais le privilège, parce que c'est moi qui lui fais l'honneur de lui donner un texte. Sinon, ce n'est pas un éditeur que j'irais solliciter. J'espère que je n'aurai pas besoin de solliciter Pierre pour publier mes textes. Donc, moi, il me publie comme éditeur. Mais les autres, ils le publient avec leur contribution financière. Ensuite, il n'y a aucune diffusion. Je peux même donner un exemple très concret. On m'a invité à Genève, au Salon des livres de Genève. Et les organisateurs avaient souhaité que j'aie un dialogue avec mon éditeur Pierre Ndembi, parce que l'exemple que je puisse lui donner un coup de main en lui donnant un texte avait un sens. Donc, je l'ai fait inviter à Genève pour ça. Il arrive à Genève, prise en charge, billet d'avion, hôtel et tout, mais il n'y avait pas un seul exemplaire de mon livre. Le jour de la rencontre, il prend le micro et il dit, il s'est posé un problème. Les livres de Samy, en fait, ils sont imprimés à Marseille. Et au moment où moi, je prenais l'avion pour venir à Genève, les livres étaient dans l'avion pour aller à Libreville. Donc, je me dis, pour une recherche, nous présenter ce qu'on peut lire sur les sites des éditeurs, au lieu de nous parler du fonctionnement de ces éditions, moi, ça me surprend comme démarche universitaire. Bon, j'ai toujours un problème avec les universitaires, et mon ami Jean-Michel le sait. Parfois, on se dispute, hein, mais c'est entre amis, on se dispute. Silver, vous avez... Oui, non, mais j'entends très bien la remarque de Samy Chak et je l'approuve. Je n'ai pas que présenté, comme il le dit, ce qu'on lit. J'ai présenté ce discours d'escorte, en quelque sorte. C'est tel que ces maisons d'édition se présentent. Mais j'ai dit qu'en filigrane, il y a une ambition. Il y a une ambition, c'est celle qui est justement est affichée. Et derrière, maintenant, il y a des réalités. Par exemple, cette réalité que Samy vient d'évoquer, je ne la connaissais pas. Personnellement, je ne la connais pas. Évidemment, ça va apporter des informations supplémentaires à mon travail. Mais mon ambition, c'était d'abord de voir la stratégie de ces écrivains qui se veulent à la fois écrivains et éditeurs, ce qui, d'un certain point de vue, pose problème, notamment par la qualité des ouvrages, de leurs propres ouvrages, puisque ces ouvrages, quand on les regarde, n'aurait peut-être pas été publié par d'autres maisons d'édition. C'est un peu mon discours. Donc, deuxièmement, notamment pour ce qui est de Sylvine Sam, avec laquelle j'ai échangé, là, il y a un autre travail. L'ambition, c'est de créer au niveau de Libreville, notamment par la réédition de certains textes, un système non seulement de promotion de la littérature gabonaise, et là je me tiens uniquement à la littérature gabonaise, donc de promotion de la littérature gabonaise, mais aussi de rendre vivant plus ou moins cet espace-là. Donc je retiens la remarque de Samy et je reviendrai vers lui pour avoir plus d'informations, mais très honnêtement, je n'étais pas au courant de ce litige entre
entre Samy Chak et Peter Delmy. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une intervention? Oui, monsieur. Je vous passe le micro, Urbain. Pardon. Excusez-moi, madame. Voici Urbain. Bonjour, je me présente, je suis Urbain Doukou, doctorant gabonais, inscrit à l'Université de Limoges. Monsieur, vous avez relevé à travers votre présentation ce que vous supposez être une ambition de la part des éditeurs gabonais. Dans un ouvrage intitulé L'ordre du discours, Michel Foucault affirme, je cite de mémoire, « Tout système éducatif est une manière politique de maintenir ou de modifier l'appropriation des discours et des savoirs qui vont avec. » Les manuels scolaires gabonais sont imprimés en France. Et pourtant, il y a des maisons d'édition gabonaises qui ont cette ambition que vous avez relevée. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe, puisque si on revient chez Foucault, ce système éducatif est supposé porter des discours. Or, les manuels scolaires sont imprimés à l'étranger et il y a des maisons d'édition locales. Pourquoi celles-ci ne parviennent pas effectivement à se saisir, je vais dire, de cette problématique? Merci. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais si vous avez bien suivi mon exposé, Sylvine Sam, donc pour moi, relève ce problème. Elle dit qu'il n'y a pas une politique du livre au Gabon. Il n'y a pas une politique culturelle qui pourrait soutenir justement la dynamique. Et pire, elle explique que les éditions Hachette ont l'exclusivité des droits sur le livre scolaire au Gabon. Donc, ce n'est pas une situation qui est comment dire, qui n'a pas, ce ne sont pas les éditeurs qui sont à l'origine de cette situation paradoxale. Ce sont les pouvoirs publics, le pouvoir politique qui a décidé, par exemple, d'attribuer les droits à la maison d'édition Hachette. En tout cas, tous les éditeurs que je connais déplorent ce choix, mais c'est un choix politique, c'est un choix que beaucoup ne comprennent pas. Et donc, je partage votre avis, votre opinion, c'est votre impression. Ce n'est pas un choix porté par les éditeurs gabonais, qui le critiquent d'ailleurs, mais qui n'ont pas le pouvoir justement de changer cette donne. Mais ce qu'il faut constater, notamment avec l'ouverture d'un département d'études africaines, de littérature africaine à l'université Omar Bongo, on remarque quand même au niveau de l'enseignement de la littérature au lycée et au collège et au lycée, qu'il y a progressivement l'introduction des textes gabonais, notamment de Kumbankoué, de Sikinsa. Malédiction, par exemple, est au programme. Et donc, il y a une tendance, il y a un travail à faire, mais ça tarde, mais voilà. Donc, ce n'est pas, les éditeurs ne sont pas responsables de cette situation. C'est une question politique. Merci, Sylvain. Une question ici. Alors, je vais passer le micro à Félicia. C'est peut-être la dernière, peut-être, compte tenu du timing. Oui, les horaires, c'est très bien. Cher maître. Je vois que tu es aussi helvète que moi, donc c'est bien. Merci. Je suis Félicia Nzikoko, doctorante en dernière année de thèse, sous la direction du professeur Jean-Michel Deveza. Je travaille sur les questions d'écriture et de discours chez Patrice Nganon. Alors, Sylvain Mbondobari, j'avoue être un petit peu mal à l'aise en fait avec l'idée qu'un écrivain soit à la fois, soit également un éditeur. Je me suis toujours dit que voilà, peut-être qu'il n'y aurait pas de distance, peut-être qu'à un moment donné,
il y aurait comme une certaine rivalité, voilà, que le regard d'écrivain serait peut-être influencé par le regard qu'un éditeur doit avoir, vice-versa. Qu'en est-il en fait de la littérature gabonaise? Est-ce qu'il y a une certaine distance entre ces deux regards, le regard d'écrivain et d'éditeur? En fait, j'aimerais comprendre comment on peut être à la fois un écrivain et éditeur sans pourtant qu'il y ait, voilà, rivalité. Oui, c'est une très bonne question. Et si j'ai choisi justement cette problématique, c'est pour soulever justement cette question, parce que j'ai commencé par montrer que pour nombre d'observateurs, la littérature gabonaise peine à s'exprimer, la littérature peine à émerger. Et donc la solution que proposent ces écrivains éditeurs est certes peut-être sur un plan, on va dire, politique intéressante. Sur le plan de l'esthétique de la littérature, c'est une solution problématique. Parce que effectivement, il y a cette question de la distance, il y a cette question de la sélection qui ne se pose plus, puisque on est dans l'auto-édition. Et justement, l'une des limites de ce choix peut se lire dans l'incapacité de cette littérature publique à s'imposer au niveau, par exemple, des pays littéraires, au niveau africain, au niveau continental et dès au-delà du continent. Donc, c'est une solution qu'il faut regarder avec beaucoup de pincettes, qu'il faut analyser, qu'il faut décrire. Mais je ne crois pas, en tout cas personnellement, je ne crois pas que c'est une solution à long terme qui va permettre l'émergence d'une grande littérature gabonaise. C'est mon point de vue. Ce n'est pas le point de vue qui s'engage dans cette voie. Merci beaucoup pour votre intervention, Silver, et bravo pour votre participation. Et on aurait pu profiter, mais c'est peut-être une autre journée, pour, vu la participation de certaines personnes dans l'assistance, spécialistes peut-être, je pense à la Guinée, je pense au Bénin, au-delà du Gabon, travailler sur cette question de l'auto-édition. Et peut-être que Samy, tout à l'heure, y répondra par son intervention, parce que sa thématique, je la cite, édition avec ou sans éditeur, point d'interrogation. Je pense que ça rejoint la problématique.